Se lancer en indépendant, c'est une sacrée aventure, hein. C'est un peu comme un parcours du combattant, super excitant, mais ça peut faire un peu peur. C'est un monde plein de promesses, mais la vraie question c'est comment on s'y retrouve sans se prendre les pieds dans le tapis. Allez, on va décortiquer ensemble les clés pour non pas juste survivre, mais vraiment cartonner dans cette jungle du freelancing. Bon, on va commencer par l'ennemi numéro 1. L'ennemi invisible, celui dont on n'ose pas trop parler. Et non, ce n'est pas le marché qui est saturé ou la concurrence qui est trop féroce. Non, non, l'obstacle le plus fréquent, en fait, il est juste là, à l'intérieur. Et voilà, le grand méchant loup, la phobie administrative. Et attention, ce n'est pas juste de la flemme ou de la procrastination. Non, c'est une vraie angoisse, une peur panique face à cette montagne de paperasse, de déclarations, de statuts à gérer. C'est une peur qui peut, et je pèse mes mots, littéralement paralyser un business. Et si l'on pense que c'est un peu exagéré, détrompez-vous. Regardez cette histoire, elle est assez folle. Thomas Thévenoud, un ministre français qui est forcé de démissionner au bout de 9 jours seulement. La raison, ses impôts impayés qu'il a justifiés par cette fameuse phobie administrative. Ça vous montre à quel point ça peut faire dérailler même les carrières qui semblent les plus solides. Mais le vrai problème avec cette peur, c'est qu'elle n'est pas juste désagréable. En fait, elle nous sabote. On se met à freiner des 4 fers de peur de dépasser le seuil de TVA. On repousse les déclarations jusqu'à la dernière minute et on se prend des pénalités. On oublie de mettre de l'argent de côté pour les cotisations sociales. Bref, c'est une véritable ancre qui nous cloue sur place et nous empêche d'avancer. Ok, une fois qu'on a commencé à apprivoiser ce monstre administratif, un autre challenge, et pas des moindres, se pointe. Comment on fixe ses prix? Comment on se fait payer à sa juste valeur? Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors là, on a le grand classique, le match du siècle. Facturer à l'heure contre facturer au projet. Le tarif horaire, c'est un peu pervers, non? Plus on est lent, plus on gagne. Ça n'a aucun sens. Ça pénalise l'expérience et l'efficacité. De l'autre côté, le tarif au projet, là c'est différent. On est payé pour un résultat. On ne vend plus des heures, on vend une solution, une valeur ajoutée. Et croyez-moi, la conversation avec le client n'est plus du tout la même. Mais en fait, on peut aller encore plus loin. Il y a un expert, Josh Bernoff, qui explique très bien que fixer un prix, ce n'est pas des maths, c'est un art. Il faut intégrer des facteurs beaucoup plus humains. Par exemple, est-ce que le projet est super intéressant ou mortellement ennuyeux? Est-ce que le client a un budget conséquent? Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler le facteur client pénible. Est-ce qu'il a l'air compliqué à gérer? Toutes ces questions, elles sont cruciales pour fixer un prix qui est juste pour notre portefeuille, mais aussi pour notre santé mentale. Bon, on a parlé des peurs, on a parlé d'argent. Maintenant, parlons d'identité. On vit dans un monde qui nous crie « spécialisez-vous ». Mais comment on fait quand on a plein de compétences différentes, quand on a plusieurs cordes à son arc? C'est le grand dilemme de ceux qu'on appelle les multipotentiels. Voilà la question qui tue. Et si une seule étiquette ne suffisait pas pour décrire tout ce qu'on fait? On est à la fois, je ne sais pas, créatif, technicien et bon en gestion de projet. Comment on présente toute cette richesse sans passer pour quelqu'un qui se disperse, un touche-à-tout qui ne maîtrise rien? Eh bien, pour parler de cette nouvelle réalité, un mot a fait son apparition. Slasher, ou slasheuse bien sûr. Ça vient du slash, cette petite barre oblique qu'on met sur son profil LinkedIn pour lister ses différents métiers. C'est la preuve qu'une nouvelle manière de penser sa carrière est en train de naître. Du coup, comment on se présente quand on est un slasher? Il y a en gros 2 grandes écoles qui s'opposent. La première, c'est de trouver le fil rouge, la thématique commune qui relie toutes nos activités. Par exemple, j'aide les gens à mieux communiquer. La deuxième stratégie, elle est plus pragmatique. On s'adapte à qui on a en face, on ne présente que la casquette, le slash, qui va intéresser notre interlocuteur. Il n'y a pas de solution miracle. En fait, tout est une question de contexte. Ok, maintenant, je vous propose de prendre un peu de hauteur. Parce que tous ces défis personnels, la peur de la paperasse, le prix, l'identité, ce ne sont que les symptômes de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. En fait, ce sont les plaques tectoniques du monde du travail qui sont en train de bouger sous nos pieds. Regardez-moi ce chiffre. Il donne le vertige. Aujourd'hui, la durée de vie d'une compétence technique, c'est 1 à 2 ans. À peine. Alors qu'en 1970, c'était 40 ans. 40! On parle d'une accélération qui est juste phénoménale. Et ça nous oblige à une chose. Apprendre, tout le temps, sans jamais s'arrêter. Et ce ne sont pas seulement les compétences qui changent, c'est la nature même du travail. Prenez la robotique. Son marché mondial va presque tripler d'ici 2030. L'intelligence artificielle, les robots, ce n'est plus de la science-fiction, ce sont nos nouveaux collègues de bureau, et ils sont en train de complètement redéfinir les règles du jeu.
Et au milieu de tout ça, il y a un aspect qu'on a tendance à oublier. Tout ce travail numérique dématérialisé, eh bien, il a une empreinte physique bien réelle. Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre d'Internet, ça vient d'où? Des data centers, des réseaux. C'est une nouvelle responsabilité qui nous incombe à nous, les travailleurs du XXIe siècle. Alors, face à tous ces changements, cette accélération, ces nouvelles responsabilités, on peut vite se sentir dépassé. La question, c'est concrètement comment on fait? Comment on navigue dans ce nouveau monde? C'est quoi la boîte à outils de l'indépendant qui veut non seulement survivre, mais prospérer? Eh bien, la réponse, c'est peut-être plus simple qu'on ne le pense. Il faut miser sur ce qui nous rend humains. Pendant que l'IA va gérer de plus en plus de tâches techniques, notre vraie valeur ajoutée, elle, se déplace ailleurs. Vers la pensée analytique, la résolution de problèmes complexes, la créativité, l'intelligence sociale. Comme le dit le Forum économique mondial, ce sont nos vrais super-pouvoirs dans un monde de plus en plus automatisé. Donc, si on devait synthétiser une stratégie de survie, elle tiendrait en 3 grandes étapes. Étape 1, on dompte la bête administrative. On utilise des outils, on se fait aider, mais on arrête d'en avoir peur. Étape 2, on arrête de vendre son temps, on vend sa valeur. Notre expertise est notre plus grand atout. Et étape 3, on construit une marque personnelle claire. Qu'on soit spécialiste ou slasher, il faut que les gens comprennent ce qu'on apporte. Et cette idée est parfaitement résumée par cette citation de Laetitia Vito. Elle dit que le vrai sujet aujourd'hui, ce n'est plus la vieille opposition entre les salariés d'un côté et les indépendants de l'autre. Non, le vrai sujet, c'est la fragmentation. Les frontières deviennent floues, on est de plus en plus dans un mélange entre le salariat et l'indépendance. Au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le travailleur indépendant, il ne fait pas que subir ces changements. D'une certaine manière, il les incarne. Il vit déjà, aujourd'hui, ce que sera le travail de demain pour beaucoup de monde. Ce ne sont pas juste des survivants, ce sont des éclaireurs, des pionniers. Et ça nous amène à une dernière question, une question que je laisse ouverte. Et si, finalement, ce freelance, avec son agilité, ses multiples facettes et son autonomie, s'il n'était pas juste une nouvelle catégorie de travailleurs, mais carrément le prototype du professionnel du futur? Voilà, la réflexion est lancée.